Bonjour à vous tous. Comme le disait tout de suite à l'instant Katia, on se réjouit de vous voir si nombreux. C'est ce qu'on pourrait dire. J'espère simplement qu'il n'y aura pas d'exclus et que tout le monde tous ceux qui sont présents pourront assister à cette conférence. Jacques Rancière, merci infiniment d'être parmi nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous avais écrit. Je vous avais écrit pour vous inviter à faire la conférence inaugurale que nous organisons chaque année en début d'année académique. Et vous m'avez très aimablement répondu que vous n'étiez pas disponible à ce moment-là et que vous le regrettiez. Et finalement, vous êtes là. Vous n'êtes pas là en début d'année académique, mais vous êtes là en début d'année tout court, ce qui est évidemment un véritable cadeau pour nous. Et c'est aussi une façon de vous dire, si l'audience n'y suffisait pas, que vous étiez particulièrement attendu ici au Centre Marc Bloch. Donc merci infiniment d'être là. Je vais être très brève. Je voudrais juste signaler que cette conférence inaugure finalement de façon relativement, sinon fortuite, du moins pas longuement préméditée, 2 cycles de conférences qui sont organisés cette année 2018 au Centre Marc Bloch. D'une part, un cycle de conférences de philosophes français, enfin qui parleront de la philosophie française et dont vous pourrez trouver très prochainement le programme sur le site de notre centre. Et d'autre part, un cycle de conférences dédié à 68. Et puisque nous nous trouvons ici véritablement au centre de l'Europe, ce cycle de conférences sur 68 aura pour thématique principale les regards croisés, une déclinaison de 68 d'Est en Ouest ou d'Ouest en Est de l'Europe, organisée avec l'Institut français, le Centre français de Berlin. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Catherine Colliot-Hélène, que je remercie donc d'avoir accepté de modérer cette discussion. Et une fois encore, cher Jacques Rancière, c'est un très grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Merci Catherine. J'ai le plaisir donc de présenter Jacques Rancière. En vérité, en France, je n'oserais pas le présenter. Et ici, vu le nombre de gens qu'il y a dans la salle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter. Mais quelques mots, et pour commencer, du factuel, c'est un rite. Du factuel, donc Jacques Rancière est philosophe. Il est professeur émérite à l'université de Paris 8. Puisqu'il est question des années 60, 68 en l'occurrence, on rappellera qu'il a participé, il a été un proche, disciple, il refusera sans doute le terme, un proche de Louis Althusser. Il a participé à l'entreprise connue sous le nom de Lire le Capital, et il a pris ses distances 10 ans plus tard, très nettement, dans un ouvrage intitulé La leçon d'Althusser. À la suite de cela, il a rédigé une thèse qui est parue, qui est un ouvrage qui a eu un gros retentissement, je crois, on peut le dire, paru en 81, qui porte pour titre La nuit des prolétaires. Alors, son œuvre est telle que je ne vais pas vous lire l'ensemble des titres de ce qu'il a publié, et je vais retenir de manière très égoïste les ouvrages qui m'ont ou particulièrement retenu mon attention. Je mentionne, et depuis les années 90, je mentionne Au bord du politique en 90, La mésentente en 95, Le partage du sensible en 2000, La haine de la démocratie en 2005, et donc tout récemment, mais celui-là je n'ai pas lu encore, Les bords de la fiction. Il y en a beaucoup d'autres, notamment sur l'esthétique, j'y suis moins allée. Pour terminer, je vais simplement, cette présentation rapide, faire une petite remarque. Donc il va être question, personnelle, il va être question de, si j'ai bien compris la présentation d'exposé, de mai 68 abordé d'un point de vue qui est rigoureusement, qui est non sociologique, c'est souligné. Jacques Rancière a participé à une entreprise dans les années 80, une revue qui s'appelait Les Révoltologiques. Il se trouve que j'ai une grande amie qui a participé à cette aventure, qui était Geneviève Fraisse. Et je revenais de 3 ans passés aux États-Unis, assez loin de la France, en 83, et elle m'a présenté un ouvrage qui portait pour titre L'Empire du sociologue, et qui était une vigoureuse critique de l'Empire du sociologue, et notamment de Bourdieu. J'étais à l'époque plongé dans Max Weber, et donc je me suis senti quasiment directement agressé, bon, simplement pour dire que
entre-temps, les choses, beaucoup de l'eau a passé sous les ponts. Mais je ne suis pas du tout étonné de voir cette annonce. On va aborder donc mai 68 dans une perspective qui sera ni celle de l'historien, ni celle du politiste, mais surtout pas celle du sociologue. Voilà, je vous passe la parole. Donc, je remercie Catherine Colliot-Tellem pour cette introduction. Je remercie Catherine Kouslev et le centre Marc Bloch pour m'accueillir. Katia Genel qui a organisé avec Andrea Alerkamp ma visite. Ah, ok. D'abord, donc, je remercie Catherine Colliot-Tellem pour son introduction. Je remercie Catherine Kouslev et le centre Marc Bloch qui m'accueillent. Katia Genel qui a organisé ma visite avec Andrea Alerkamp. Je remercie la traductrice et vous tous pour être ici ce matin. Donc, j'avais donné comme titre « Interpréter l'événement 68, politique, philosophie, sociologie ». Bon, je voudrais d'abord situer les réflexions que je vais proposer par rapport au rituel des commémorations. Bon, tous les 10 ans, l'événement 68 se trouve commémoré selon des modes divers qui vont de la nostalgie à la dénonciation et de la dénonciation à la banalisation. Je n'entends évidemment pas m'inscrire dans ce jeu. Les remarques que je vais présenter appartiennent à une réflexion à plus long terme sur les rapports entre temps, récit et politique. Cette réflexion engage notamment un réexamen de ces formes d'interruption temporelle qui sont généralement considérées comme des accidents de surface sur le long cours de l'évolution des sociétés. Et elle engage aussi une attention aux usages politiques de la mémoire. Donc, il n'y a pas de raison particulière de parler tous les 10 ans de mai 68. En revanche, le réexamen de cette séquence temporelle et de ses interprétations a des implications importantes pour penser aujourd'hui l'état de la politique et le type de rationalité dont la politique relève. C'est dans cette perspective que je voudrais examiner le conflit d'interprétation autour de ce qui s'est passé en France en 1968. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je ferai 2 remarques préalables. Premièrement, en me centrant sur ce qui s'est passé en France, je n'ignore pas les mouvements qui ont eu lieu à la même époque en bien d'autres points du monde et notamment à Berlin. Je n'ignore pas non plus que ces mouvements s'inscrivent eux-mêmes dans la dynamique du vaste mouvement anti-impérialiste des années 1960. Le mai 68 français peut être pensé comme une forme de condensation de processus plus vastes. Mais précisément, un mouvement est fait de condensation singulière et on en perd la puissance en voulant expliquer chacune par la somme de ses conditions. C'est la première remarque. Deuxièmement, il ne s'agit pas de traiter l'événement 68 du point de vue de 3 disciplines distinctes. Politique, philosophie, sociologie. Il y a 2 bonnes raisons pour cela. La première est qu'un événement n'est pas un donné brut que des disciplines diverses aborderaient de diverses manières. L'événement est tel par un mode de narration et d'interprétation qui lie l'énoncé d'un fait à la déclaration d'un effet produit par ce fait sur un ordre des choses et un système de raison. L'événement apparaît comme l'inattendu qui bouleverse l'ordre des attentes. L'interprétation ne se contente pas d'assigner à ce bouleversement une raison. Elle décide aussi de sa nature et du type de rationalité dont il relève. On peut décider qu'un mouvement d'étudiants dans les universités et dans les rues est le résultat de l'action de quelques dizaines d'agités, comme il y en a toujours. On peut penser qu'il résulte de dysfonctionnements du système universitaire auquel on a trop tardé à chercher remède. On peut y lire le symptôme d'un mal-être plus profond de la jeunesse. Dans tous ces cas, l'écart par rapport à l'enchaînement normal reste homogène à la rationalité de cet enchaînement. On juge que ceux qui devaient prévoir ont mal prévu, mais l'ordre du prévisible n'est pas affecté par là. Il ne s'agit que d'ajouter quelques variables à la chaîne causale. Telle est la logique de l'explication que j'ai analysée dans Le Maître ignorant.
Telle est aussi la logique de ce que, dans la mésentente, j'ai appelé la police. Mais il est possible de donner au bouleversement une toute autre portée. On ne dira pas alors simplement qu'une séquence de faits a perturbé l'enchaînement causal normal, mais qu'elle a inauguré un autre enchaînement qui remet cette causalité normale en question, qui remet en question la manière normale dont les faits sont liés les uns aux autres et dont la pensée établit des rapports entre des causes et des effets. Décider qu'il y a événement, c'est donc soustraire une séquence de faits aux disciplines qui, normalement, en rendent compte. Cette première raison se lie à une seconde. Les disciplines, pour moi, ne sont pas des formes de rationalité constituées qui proposeraient des procédures d'interprétation de ce qui arrive. C'est plutôt le contraire. Les disciplines académiques sont des formes de solidification, de modes d'interprétation nés de la contrainte d'événements. Des noms comme sociologie, sciences politiques ou philosophie ne désignent pas d'abord pour moi des disciplines, ils désignent plutôt des modes de construction de l'événement, des formes d'interprétation ou des positions subjectives par rapport au fait qu'il arrive quelque chose. Donc, mon intervention d'aujourd'hui établira un nœud spécifique entre les trois termes, politique, philosophie et sociologie. Étant donné un ensemble de faits regroupés sous le nom de mai 68, je poserai la question, on peut dire philosophique, à quelles conditions peut-on considérer cet ensemble de faits comme un événement? Et j'explorerai l'hypothèse suivante. Cet événement ne peut être singularisé que si on y voit un mode d'enchaînement qui oblige à repenser ceux par lesquels on caractérise habituellement la politique. Mais pour cela, il faut arracher l'événement 68 à son mode d'interprétation dominant, le mode d'interprétation sociologique. D'après ce que je viens de dire, il doit être clair que l'adjectif sociologique ne renvoie pas pour moi à une discipline, mais à un mode d'interprétation. Et ce mode d'interprétation peut se trouver à l'œuvre aussi bien dans une narration d'historien, un reportage de journaliste ou une argumentation philosophique. Donc, pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, je ne me place pas dans la perspective d'un conflit entre disciplines. Nous savons en effet que la sociologie, avant d'être le nom d'une discipline universitaire, a été une tradition de pensée, une interprétation de la société moderne. Cette tradition, pour aller très vite, voit la société moderne comme une société où le rapport des individus à la communauté est en crise. La matrice de cette tradition a été formée par la pensée de la contre-révolution. Pour celle-ci, la Révolution française de 1789 avait détruit ou affaibli tous les corps sociaux et les institutions qui opéraient avant la médiation entre les individus et la société globale, féodalité, corporation, église ou autre. Elle avait ainsi laissé les individus seuls en face d'une totalité sociale devenue dès lors un monstre imaginaire, entraînant la folie terroriste. Mais cette catastrophe, dans cette logique, ne tombait pas du ciel. Elle était l'effet de la grande maladie moderne, la maladie nommée individualisme, qui remontait beaucoup plus loin. Elle avait commencé avec le protestantisme, qui avait mis chaque individu en rapport direct avec la vérité révélée de la Bible. Elle s'était poursuivie avec la philosophie des Lumières, qui plaçait à la base même de la vie sociale et des institutions politiques la liberté des individus et le développement de l'esprit critique. Et elle avait culminé avec ces droits de l'homme et du citoyen qui avaient détruit tous les liens sociaux traditionnels. Le problème est que ce récit de la catastrophe et ce mode d'interprétation ne sont pas restés l'apanage des seuls champions de la contre-révolution. Ils sont devenus le récit dominant de la modernité, partagé pratiquement par tous les socialismes du XIXe siècle, au prix
d'en rendre responsable non plus le protestantisme ou les Lumières, mais la puissance sociale tapie derrière, à savoir le capitalisme. Tous se sont accordés pour décrire la société moderne comme une société caractérisée par la perte des liens communautaires, noyée, selon la célèbre formule de Marx, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Ils ont affirmé qu'il fallait refaire du lien, reconstruire des formes de médiation entre les individus et le tout. En ce sens, la sociologie a d'abord été un projet de société. Ce qui est resté de ce projet, c'est un mode d'interprétation dominant des événements qui arrivent sur la scène publique. Celui-ci peut se résumer en deux grands principes. Premièrement, il y a une nature des choses sociales qui a ses lois, comme l'autre, la nature physique. Ces lois doivent être connues et respectées. Leur non-respect provoque la catastrophe, à savoir le déferlement de l'imaginaire qui croit pouvoir refaire la société à sa guise et engendre nécessairement la destruction. Mais, et c'est le second principe, cette destruction ne peut être elle-même qu'éphémère. L'imaginaire ne construit pas dans cette logique. Donc, la nature des choses sociales reprend, au terme du cycle des destructions, son cours normal. Il se tire de ces principes une certaine idée de la politique. Celle-ci est pensée comme mode de gestion œuvrant au maintien ou à la reconstitution des institutions créatrices de liens, ce que la langue sociologique a souvent appelé les corps intermédiaires. Il s'en tire aussi un principe philosophique simple: il n'y a jamais d'événement qu'imaginaire. L'événement advient quand le réel est nié. Il est dans cette logique la catastrophe qui signale que les mailles du réel se sont desserrées, qu'elles ont laissé à l'imaginaire des interstices, que celui-ci a transformé en déchirure meurtrière. Mais la déchirure est toujours provisoire et cette négation est condamnée à être niée à son tour. Dans cette logique, le mai 68 français représente la quintessence même de l'événement imaginaire. Une révolution étudiante est pour elle une chose que le réel de nos sociétés contredit en son principe. En France, 2 textes publiés 4 ans avant ont dénoncé par avance l'absurdité. En 1964, 2 sociologues, Bourdieu et Passeron, publiaient un livre sur l'origine sociale réelle et le comportement imaginaire des étudiants, un livre intitulé « Les héritiers ». Les héritiers d'un ordre social ne font pas de révolution contre leurs propres privilèges, tout au plus une révolution imaginaire. La même année, un philosophe, Louis Althusser, publiait un article intitulé « Problèmes étudiants ». Il s'en prenait aux syndicalistes étudiants qui, sous prétexte de critiquer l'université bourgeoise et ses formes de transmission du savoir, attaquaient pour lui la science elle-même. Or, celle-ci était pour lui le pouvoir sur lequel reposait une transformation réelle de la société. Cette transformation, seule pouvait la mener la force sociale réelle appelée mouvement ouvrier, guidée par la science du mouvement réel de la société. La condamnation était sans appel. Et pourtant, 4 ans plus tard, les mêmes thèmes de critique du savoir universitaire, ces thèmes développés par les héritiers, critiqués par Althusser et raillés par Bourdieu et Passeron, déclenchaient en un mouvement qui, en 2 semaines, s'étendait à un pays entier. Et ce mouvement faisait vaciller toutes les structures et les formes de pensée hiérarchiques qui ordonnaient une société et légitimaient un gouvernement. Bon, cet embrasement semblait contredire la vision sociologique du monde. Mais le retour à l'ordre allait lui permettre, à l'inverse, d'y voir sa confirmation. Dès l'automne de 1968, le grand maître de la sociologie universitaire en France et grand idéologue de la droite française, Raymond Aron, publiait un ouvrage intitulé « La révolution introuvable ». Interrogé comme savant sur l'interprétation des événements
du printemps passé, il répondait en énonçant les deux axiomes de l'interprétation sociologique. Premièrement, ce défaut était arrivé à cause d'un défaut constitutif de la société moderne, la faiblesse des corps intermédiaires et des liens collectifs. Deuxièmement, il ne pouvait, pour la même raison, être autre chose qu'une révolution imaginaire. La France, expliquait-il, manque des corps intermédiaires nécessaires pour répondre à la complexité des sociétés modernes. Les individus y sont condamnés à la solitude, et les jeunes tout particulièrement. Ce défaut de lien réel provoque nécessairement un surinvestissement imaginaire. Le soulèvement étudiant peut donc se décrire comme un grand carnaval de la fraternité imaginaire. Je cite Raymond Aron, cette espèce de fraternité juvénile dans une communauté semi-délinquante, c'est la surcompensation de la solitude dans laquelle vivent ordinairement les étudiants français. Fin de citation. Mais la même raison qui expliquait l'événement expliquait pourquoi il ne pouvait devenir la révolution qu'il croyait être. La révolution de mai était condamnée à rester imaginaire parce qu'il existait bien en fait un corps intermédiaire, à savoir le Parti communiste français. Celui-ci, pour Raymond Aron, avait su préserver la classe ouvrière de la contagion de la révolte. Il avait su collaborer avec le gouvernement pour défendre le jeu normal des rapports sociaux. Simplement, c'était un corps intermédiaire ambigu. En temps de crise, il jouait le rôle de force conservatrice, mais en temps normal, il continuait à en maintenir la possibilité, en maintenant la crédibilité théorique et l'attractivité affective du paradigme révolutionnaire marxiste. Bon, le déclin parallèle des forces gauchistes révolutionnaires et du Parti communiste n'a fait depuis ce jour que renverser cette vision donc, que j'appelle sociologique. Mai 68 est devenu, dans la sociologie journalistique dominante, un mouvement des baby boomers, élevé dans la prospérité économique des 30 glorieuses et avide de secouer l'autorité patriarcale pour jouir sans entrave des bienfaits de la société de consommation et de la liberté sexuelle. Un ouvrage d'histoire culturelle intitulé « Les baby boomers » plaçait les événements de 68 dans le sillage d'une révolution sociétale et morale dont il situait le tournant 3 ans plus tôt, en 1965. L'apparition des valeurs hédonistes se manifestait cette année-là par un certain nombre de symptômes concomitants. La baisse des vocations religieuses, l'apparition du nu dans les magazines et dans les films, ou l'émergence du chanteur Antoine, de ses cheveux longs et son appel à mettre en vente la pilule dans les monoprix. Un gros ouvrage de sociologie intitulé « Le nouvel esprit du capitalisme » allait plus loin. Il faisait de l'esprit 68 non seulement la manifestation de l'hédonisme des baby-boomers, mais la matrice idéologique qui avait servi à rénover le management capitaliste. Ce diagnostic s'appuyait, là encore, sur les principes matriciels de l'interprétation sociologique. Il y a, disaient les auteurs, deux grands types de critiques. Il y a la critique sociale, qui lutte contre l'égoïsme et l'inégalité au nom des valeurs de solidarité collective. Et il y a la critique artiste, qui oppose à l'ordre dominant les valeurs individuelles de l'autonomie et de la créativité. La première est celle de la tradition ouvrière, la seconde celle de la révolte étudiante. Or, c'est celle-ci qui a permis au capitalisme, au moment de la crise, de trouver des formes de management alternatifs, détournant à leur profit les revendications d'autonomie et de créativité. Mai 68 est ainsi devenu un exemple type de l'interprétation sociologique de la politique, au sens où j'essayais de le définir. C'est devenu un exemple type, donc, fond de l'auto-validation de ce mode d'interprétation. Mais on peut lire à l'envers cette adéquation parfaite entre les principes d'une méthode et le traitement de son objet particulier. On dira alors, à l'inverse, que l'objet mai 68 était ce qu'il fallait absolument réduire à cause du démenti radical qu'il portait à cette interprétation sociologique.
et on pourra déduire de ce grand écart les éléments d'une pensée strictement opposée de la singularité politique. Il faut d'abord rappeler l'écart entre les motivations et les manières d'être des activistes de 68 et l'image véhiculée par l'interprétation sociologique. Peu de joueurs de guitare à cheveux longs parmi ceux qui occupaient les universités et défilaient dans les rues. Peu d'appels à la liberté, pas de revendications contre l'ordre familial, peu d'appels à la libération des mœurs, pas de revendication de la jeunesse en tant que telle, pas d'exaltation de la créativité artiste. Du début à la fin, le mouvement de mai 68 s'est centré non sur la relation entre la jeunesse et les structures sociales et morales répressives, mais sur la relation entre l'institution universitaire et la société capitaliste. Il s'est centré sur la manière dont l'organisation universitaire exprimait la domination d'une classe et préparait ceux qu'elle accueillait à servir cette domination. S'il y a un thème central qui parcourt, on peut dire, tout le mouvement, depuis les conflits initiaux sur des problèmes de validation des examens, jusqu'à la grande affirmation collective d'un mouvement révolutionnaire, ce thème central, c'est bien celui-ci. Nous ne voulons pas être formés pour devenir des auxiliaires de l'exploitation capitaliste de la classe ouvrière. En un raccourci saisissant, un tract de mai demande l'abolition des examens et du capitalisme. Dès son début, la critique de l'enseignement et des examens universitaires est tournée non pas vers des revendications d'autonomie de la jeunesse, mais vers la mise en question des structures globales de l'exploitation et de la domination sociale. Du début jusqu'à la fin, il s'exprime dans les termes de la critique sociale, et plus précisément dans les termes marxistes de la lutte des classes. Et surtout, une des grandes cibles du mouvement a justement été cette culture d'un capitalisme modernisé que les interprétations rétrospectives l'accusent d'avoir favorisé. Car cette culture d'un capitalisme nouveau, tournée vers les promesses de la croissance et de la participation, était en pleine ébullition dans les années précédant 1968. Il y avait dans ce cadre une intense activité intellectuelle, des grands colloques dédiés à la réforme nécessaire pour adapter l'université aux fins de la croissance économique et de la cohésion sociale. Il est important de se rappeler que le mouvement de 68 en France a commencé dans cette université de Nanterre qui symbolisait l'université rénovée. Il a commencé tout particulièrement parmi les étudiants du nouveau et progressiste, politiquement très à gauche, département de sociologie. Une discipline tout juste émancipée de la tutelle philosophique. Et la première contribution au mouvement de celui qui allait devenir l'incarnation de mai 68, donc Daniel Cohn-Bendit, fut sa participation à un manifeste polémique qui s'intitulait « Pourquoi des sociologues ?» Mais il ne s'agit pas simplement d'opposer les slogans des tracts de 68 aux images rétrospectives. L'essentiel est dans la dynamique qu'expriment ces slogans, dans l'agencement de pensée et d'action qui s'est déployé alors entre le lieu universitaire, la rue et la société globale. Ce qui s'est opposé en mai 68, on peut dire que ce sont deux idées de la politique. Bon, il y a la logique que j'ai appelée policière. Selon celle-ci, l'action politique est la gestion des équilibres entre les forces qui composent la société, et un conflit politique est le symptôme d'un changement dans la composition des forces sociales ou des formes sociétales, et on doit y remédier par un rééquilibrage. C'est une toute autre idée de la politique, je crois, qui s'affirme en mai 68. Une idée qui fait de la politique une activité possédant sa rationalité autonome. La politique, en effet, mérite ce nom pour moi, pour autant qu'elle est l'œuvre de sujets propres. Ces sujets ne sont pas des groupes sociaux ou des représentants de groupes sociaux, mais ce sont des opérateurs qui se définissent non par leurs identités, mais par leurs actes. Ces actes déplacent, font les lignes même de distribution des identités sociales
Il déplace les modes mêmes d'articulation des paroles et des actions entre elles, des lieux et des temps, pour créer un espace inédit de connexion. On peut le dire autrement. Il y a politique, c'est du moins ma thèse, il y a politique par la suppression de ces médiations qui, pour la rationalité sociologique, font la consistance même de la société. J'ai parlé plus haut du raccourci saisissant de ce tract qui demandait en même temps l'abolition des examens et du capitalisme. Mais la subjectivation politique, en général, peut se définir comme un art du raccourci et du court-circuit, qui relie directement un problème supposé local à l'articulation globale des rapports sociaux. Bon, on peut reconnaître là, au passage, l'opposition de deux manières de penser le rapport de la partie au tout. Opposition qui est au cœur de la pensée de l'émancipation intellectuelle dont j'ai parlé dans Le Maître ignorant. Il y a la logique policière selon laquelle toute particularité est intelligible seulement dans un rapport au tout. Et il faut parcourir les enchaînements de ce rapport dans un ordre déterminé, sous la conduite des gens qui savent. Et puis il y a la logique émancipatrice, selon laquelle tout est dans tout. C'est-à-dire qu'il est possible, depuis tout point de départ particulier, de trouver, sans guide, une voie qui permette d'enchaîner cette particularité à d'autres et d'inventer pas à pas une méthode d'enchaînement inédite. On peut dire alors que l'apparente naïveté de la demande d'abrogation simultanée des examens et du capitalisme met en œuvre quelque chose comme une politique émancipée. Les activistes étudiants inventent, depuis le lieu où ils sont, un processus de condensation des rapports de pouvoir qui gouvernent l'ordre social. Ils décident que la question des examens contient le tout du rapport entre université et système social, et que ce rapport lui-même condense le tout de l'organisation sociale de la domination. Ils décident que ce rapport peut être posé directement, sans passer par toutes les médiations auxquelles, normalement, leur combat et les objectifs de ce combat sont soumis, par les tenants du savoir universitaire ou du savoir organisationnel. Médiation du genre, démocratisation du recrutement des étudiants, acquisition par les étudiants du savoir sur la société, subordination du syndicalisme étudiant à la puissance syndicale ouvrière et, en dernière instance, subordination de la lutte économique à la lutte politique menée par l'avant-garde. Cette suppression des médiations a un nom infamant dans la tradition marxiste, elle-même dépendante de ce que j'appelle la vision sociologique du monde. On l'appelle ordinairement spontanéisme. Et on définit le spontanéisme comme une propension à l'action immédiate, irréfléchie, ignorante des nécessités de l'organisation qui sont commandées par la science de l'enchaînement nécessaire des phénomènes sociaux. Mais il est possible de renverser l'argumentation à partir du sens même du mot. Ce qui est spontané, c'est ce qui va de soi. Ce qui est spontané, c'est ce qui est homogène à l'ordre existant, du percevable, du pensable et du faisable. Ce qui est spontané, ce n'est pas la révolte. Ce qui est spontané, c'est la croyance à la nécessité et la soumission aux médiations et aux médiateurs qui l'incarnent. L'organisation de la lutte politique commence, à l'inverse, avec la reconnaissance de la contingence de tout cet ordre et avec la création des enchaînements de paroles et d'actions nécessaires pour mettre à jour cette contingence et en tirer les conséquences. Elle suspend ainsi l'autorité de la science sociale, c'est-à-dire elle suspend sa prétention à fournir les armes théoriques de la lutte et l'agenda de son déroulement. Le même renversement affecte la catégorie ordinairement négative de l'éphémère. On oppose toujours l'éphémère des révoltes aux stratégies révolutionnaires à long terme. Mais ces mouvements dits éphémères sont précisément les ruptures dans l'ordinaire de ce temps à long terme qui est celui des médiations et des différements interminables. Et c'est par ces ruptures que se constitue un temps propre de la politique.
De là vient que les sujets s'en définissent volontiers par des dates. On sait que la principale puissance organisatrice des manifestations du printemps 68 à Paris fut une organisation dont le nom n'indiquait ni une composition sociale, ni un programme, mais seulement une date de naissance entièrement contingente, le mouvement du 22 mars, qui tirait son nom simplement de la date d'une manifestation elle-même improvisée à la faculté de Nanterre. La politique s'identifie par des commencements qui instaurent un enchaînement temporel hétérogène à celui de l'évolution sociale normale. Ce qui caractérise ce temps, c'est un changement de vitesse. Un événement politique implique la création de raccourcis entre les points singuliers d'un ordre social. Il implique parallèlement une accélération dans une séquence d'actions et dans l'invention même de scènes et de formes d'action. Significativement, le mouvement du 22 mars revendiquait le fait de ne pas avoir de programme politique comme on l'entend habituellement, à savoir une série d'étapes entre la situation actuelle et le moment de la prise du pouvoir. Ils avaient seulement, disait-il de manière provocatrice, une prise sur ce qui se passait et sur ses conséquences pour les 3 ou 4 jours à venir. La provocation ne renverse pas simplement la relation entre le temps long et le temps court. Plus profondément, elle propose une rationalité de l'action politique qui est immanente au développement de l'action, au lieu d'être calculée en fonction d'étapes à franchir vers une fin déterminée. Ce qui s'oppose à la progression des étapes vers une fin déterminée, c'est une succession d'actions qui fait sauter les verrous, qui fait sauter les médiations, qui empêche le mouvement de développer son propre pouvoir d'universalisation, sa propre capacité de se confronter au tout, de la distribution sociale, des identités, des places et des pouvoirs. C'est que le problème n'est pas de se rapprocher d'un pouvoir pris comme terme de l'action, mais de développer un pouvoir déjà en exercice. De ce point de vue, la notion d'action exemplaire, qui fut centrale en mai 68 en France, mérite l'attention. L'action exemplaire n'est pas, comme on l'a souvent défini, une action qui opère une démonstration exemplaire en montrant la nature des formes d'oppression. C'est une action qui instaure une dynamique autonome en refusant la logique des médiations. Une action exemplaire, dit un texte du 22 mars, est une action qui pose une situation qui va se dépasser et être dépassée. Bon, le dépassement ne consiste pas simplement dans le fait qu'une action crée une nouvelle situation. Ce qui est dépassé dans cette logique, c'est le système normal des étapes de l'action correspondant au jeu normal des médiations entre la partie et le tout. La dynamique autonome fait sauter les barrières qui séparent normalement la protestation locale de l'affrontement global du système. Pour cela, elle doit aussi modifier la nature et la portée des actes de la protestation. Et si on suit toujours l'analyse du 22 mars, et là je suis un texte comme ça, un peu de bilan, donc fait par les gens du 22 mars, c'est ça que le mouvement a fait par sa manière d'occuper la rue et l'université. Dans la rue, il ne s'agit plus simplement de protester, mais de tenir la rue, d'y exercer un pouvoir. Et bon, même là où ce pouvoir prend la forme de la barricade, opposée aux forces de l'ordre, ce qui compte, ce n'est pas tellement l'efficacité défensive de la barricade. C'est le fait que tout le monde utilise son imagination et ses mains pour la construire. De même, dans l'université occupée se définit une autre manière d'occuper. Bon, bien sûr, l'occupation étudiante est reprise de la tradition ouvrière d'occupation d'usine, mais elle s'en différencie en ceci qu'elle est une occupation ouverte. Elle invite les non-étudiants, ouvriers et travailleurs, ou non-travailleurs de toutes sortes, à y prendre part pour transformer le lieu justement et le mettre, hors du système des médiations. Les manières d'agir dans la rue et dans l'université occupée créent alors un système d'enchaînement d'actions déviants qui va déterminer des effets même là où les intermédiaires normaux essayent d'éviter la contagion. En mai 68, les dirigeants syndicalistes ferment les portes des usines aux étudiants
Et pourtant, les ouvriers refusent massivement les accords négociés par ces mêmes dirigeants. Un tel effet à distance est, du point de vue du 22 mars, un résultat de cet enchaînement d'actions qui a déplacé les limites du possible et du pensable. Tel est le sens, je crois, qu'on peut donner au fameux slogan, où on résume souvent mai 68, l'imagination au pouvoir. On a souvent assimilé l'imagination au pouvoir à un débordement de fantaisie carnavalesque. Mais l'imagination n'est pas le pouvoir du rêve. L'imagination est l'invention des formes, et la politique aussi est une invention de formes. En ce sens, il est possible de penser que l'imagination au pouvoir de mai 68 nous laisse percevoir ce qu'est la politique comme puissance d'invention collective. Invention de noms qui brisent l'identification sociale donnée, invention d'actions qui font sauter les médiations normales qui organisent l'ordre consensuel, transformation des espaces, de leurs usages et de leurs fonctions symboliques, déploiement d'un temps autonome et accéléré. Toutes ces caractéristiques sont normalement associées aux notions négatives de la révolte spontanée et éphémère. Or, on peut vérifier que ce sont ces perturbations momentanées de l'ordre normal des rapports sociaux qui font exister une instance spécifique de la politique. Il y a de la politique pour autant qu'il y a un certain nombre de séquences qui créent des temporalités détachées de la temporalité dominante. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a de politique que dans des moments d'exception, qu'il n'y a de politique que sur des barricades. Cela veut dire que c'est en raison de ces temps d'exception qu'il y a une histoire propre de l'invention politique qui est distincte de l'histoire des forces sociales et des institutions gouvernementales. Les barricades parisiennes de 1968 ne sont pas des répétitions nostalgiques et anachroniques des barricades parisiennes de la Révolution de 1848. Elles s'inscrivent dans une tradition politique d'invention, de manière différente d'utiliser les espaces et les temps, les mots et les gestes. Les moments politiques alors ne se dissolvent pas comme des bulles éphémères qui laissent intact l'ordre des choses. Les accélérations temporelles, les espaces recomposés, les séquences d'action inédites, les effets de désidentification produits par des paroles, tout cela crée des manières de percevoir, de sentir, de parler et d'agir qui sont des forces actives de combat et de transformation. Elles créent des figures du possible qui engendrent d'autres dynamiques. Les révolutions manquées ou confisquées du XIXe siècle ont aussi donné naissance à des mouvements politiques et sociaux de grande ampleur. Les mouvements des années 68 ont créé, eux, des dynamiques d'action et des formes de symbolisation du conflit qui ont rendu possible des formes nouvelles d'affirmation collective. En France, par exemple, cette dynamique a nourri une longue résistance à l'offensive dite néolibérale. Et une résistance qui s'est matérialisée dans des grèves étudiantes et ouvrières massives et plusieurs fois victorieuses. Et tout autour du monde, on peut dire que l'esprit de ces années s'est retrouvé dans les mouvements d'occupation des places qui ont eu lieu depuis 2011, depuis Tunis ou le Caire, jusqu'à Paris, en passant par Madrid, New York, Istanbul, Athènes, Hong Kong et d'autres villes encore que j'oublie. On peut alors interpréter la séquence de 1968 comme un événement politique. On peut même y voir, si on veut, une redécouverte des propriétés fondamentales de la politique, de ses mots et de ses actes, de son temps et de son espace à la fois matériel et symbolique. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait de cet événement la manifestation d'une pure essence de la politique. Au contraire, si la séquence 68 est significative, c'est à cause de son ambiguïté. Et cette ambiguïté marque tout particulièrement le rapport entre les pratiques politiques déployées alors et le cadre marxiste au sein duquel les activistes de 68 les ont massivement pensés. Mais, au fond, cette ambiguïté peut être interprétée de deux manières contradictoires. Soit comme une incapacité
du mouvement politique de 68 à rompre au niveau d'une vision d'ensemble avec le schéma marxiste de l'action révolutionnaire dirigée par une classe et son avant-garde, soit à l'inverse, comme la rupture effective avec un paradigme révolutionnaire que pourtant on continue à affirmer en principe. Du premier côté, on dira que l'activité militante de 1968 n'a pas eu la théorie de sa pratique. Sur le terrain, elle a rompu avec le paradigme marxiste, c'est-à-dire avec la soumission de l'action politique à une science de l'évolution sociale. Elle a rompu avec la détermination des acteurs politiques légitimes, avec la hiérarchie des formes d'action et la progression par étapes propre à ce modèle. Elle lui a opposé ses raccourcis et ses accélérations. Mais pourtant, le mouvement a continué, pour l'essentiel, à penser sa destination selon la logique de ce paradigme. Il a envoyé à la porte des usines ses activistes que les permanents du syndicat et du Parti communiste refoulaient. Il a organisé des manifestations que ceux-ci désapprouvaient. Il a appelé à la constitution de comités d'action qui les court-circuitaient. Et pourtant, il a continué à penser son action propre comme une action auxiliaire, vouée à se subordonner à la direction du mouvement ouvrier. Il est resté pris, au fond, dans la conception d'une force légitime, appelée à prendre la direction du mouvement. Et au fond, il est resté dans cette conception alors même qu'il dénonçait le parti qui l'incarnait, cette force légitime, alors même qu'il le dénonçait comme une force de répression du processus. Mais on peut lire le rapport à l'envers. On dira alors que dans le mouvement du mai 68 français, et plus largement dans les mouvements de ces années, le revival du vocabulaire marxiste, de la conceptualité et des emblèmes marxistes, cache une rupture de fait avec la conception marxiste de la révolution sociale portée par le processus historique et du rôle dirigeant de la classe ouvrière et du parti d'avant-garde. Dans ce cas, l'appel même au parti qui a la vocation de diriger le mouvement devient la démonstration que sa véritable vocation est de le réprimer. Mais l'écart le plus important, à mon avis, pour la pensée de la politique et pour la pensée tout court, n'est pas celui des militants de mai par rapport aux organisations communistes, ni même par rapport à la théorie marxiste comme telle. L'écart décisif qui se manifeste alors, et qu'au fond les mouvements récents ont contribué à accentuer, cet écart touche à la nature même de cette politique non sociologique qui s'est jouée en mai 68, à la forme de ses enchaînements et à sa manière de produire des effets. Derrière les oppositions convenues entre spontanéité et organisation ou éphémère et long terme, se cache un paradoxe plus profond. Le court-circuit politique qui fait sauter les verrous et les étapes définit donc en même temps un processus de développement immanent, mais ce processus de développement immanent n'est plus déterminé à partir d'une étape finale à atteindre et d'un dernier verrou à faire sauter. Cet écart peut être reçu dans un texte donc, de 1068 qui a souvent été présenté comme la charte du mouvement étudiant. Il s'agit du manifeste intitulé « Amnistie pour les yeux crevés », rédigé par le groupe de réflexion donc situé à la Sorbonne, intitulé « Nous sommes en marche ». Voilà. Ce texte dit, c'est un texte fait de thèse, la 25e thèse dit « Nous voulons les moyens de nos fins ». Mais cette déclaration, nous voulons les moyens de nos fins, vient justement après une phrase qui affirmait le refus de donner des finalités au mouvement. Je lis « Refusons de répondre quand on nous demande de dire où nous allons. Nous ne sommes pas au pouvoir, nous n'avons pas à être positifs, à justifier nos excès. » Fin de citation. Et donc cette déclaration introduit une précision qui brouille elle aussi l'idée d'une fin du mouvement. Je cite, « Nous voulons les moyens de nos fins, c'est-à-dire, sinon le pouvoir, du moins un pouvoir d'où toute forme d'oppression et de violence soit exclue, en tant que fondement de son existence et moyen de sa survie. » Bon, c'est une phrase assez alambiquée, mais cette phrase alambiquée, justement, ne nous dit pas simplement le désir d'un pouvoir sans violence, donc en contradiction avec l'idée de la dictature du parti révolutionnaire.
Elle traduit plus profondément un déplacement de la problématique du pouvoir. Celui-ci n'est plus pour la fin qu'on se propose comme étant elle-même le moyen d'une transformation sociale. Le pouvoir est la puissance qu'on déploie ici et maintenant, la mise en commun d'une capacité de pensée et d'action qui appartient à toutes et à tous. C'est cette imprévisible capacité de tous, et non une habileté de stratège, qui permet les raccourcis de l'action et en fonde l'efficacité. Nous voulons les moyens de nos fins, dit le texte, mais justement, il ne s'agit plus de la fin qui justifie les moyens, il ne s'agit plus de l'intelligence des stratèges qui calculent le rapport entre fin et moyens. Il s'agit au contraire d'abolir l'écart que le point de vue instrumental et stratégique implique entre la nature des moyens et celle des fins. Il s'agit de fondre moyens et fins dans un processus homogène qui devient finalement le développement de sa propre puissance. Cette puissance alors ne peut plus se mesurer à l'aune des coups qu'elle porte à un adversaire ou des étapes franchies vers un but à atteindre. Elle s'autonomise en se séparant du monde de l'ennemi plutôt qu'en s'armant contre lui. C'est ce que j'ai essayé de formuler à ma manière en disant « La politique est un conflit de monde plutôt qu'un conflit de force. La barricade est l'auto-affirmation d'une communauté d'égaux plutôt qu'un moyen efficace de lutte contre l'ennemi. » Bon, Marx avait déjà pris la mesure de cet écart dans son analyse de la Commune de Paris. La grande mesure sociale de la Commune, disait-il alors, est son existence même. C'est la démonstration de la capacité des hommes et des femmes ordinaires à faire ce qui n'était pas censé être leur vocation, à savoir organiser un monde commun, dans ses aspects les plus globaux comme les plus quotidiens. L'organiser comme un monde de l'égalité, où toutes les fonctions publiques, qui auparavant étaient le privilège d'une élite, sont devenues des fonctions ouvrières de statut identique. Et bon, c'est cela même que le mot communisme désigne en son essence, et que von Marx avait exprimé dans les manuscrits de 1944, à savoir une puissance d'agir qui est sa fin en soi, qui organise un moyen où la différence des moyens et des fins a disparu, en même temps que la différence entre dirigeants et exécutants. Simplement, cette effectuation même de son essence communiste avait eu pour Marx un effet négatif. La Commune de Paris était trop occupée à couver une société nouvelle pour s'occuper, dit-il, des cannibales, comment dit de l'armée, bien sûr, de l'ordre, de l'armée de Versailles, qui était à ses portes. Il ne s'agit pas là d'une erreur stratégique due à un excès de naïveté pacifiste. Il s'agit d'une contradiction plus fondamentale entre force de conflit et puissance de monde, entre un mode d'agir qui sépare les moyens et les fins et un mode d'agir qui ne les sépare pas. Bon, pendant longtemps, il a été possible de masquer cet écart entre deux types de conflits. Aussi longtemps qu'on a pu identifier sous le même nom de classe ouvrière trois choses: une partie du corps social, une force combattante et une puissance de monde en formation, il a été possible de confondre conflit de force et conflit de monde. De ce point de vue, l'événement 68, loin d'être une bulle éphémère, a été un moment charnière. D'un côté, l'appel adressé à la classe ouvrière restait fidèle au scénario qui donnait à une classe sociale la tâche d'engendrer un monde nouveau. Mais le développement même du mouvement réfutait ce scénario. La capacité de n'importe qui s'est affirmée dans ce mouvement indépendamment de l'identification à une classe sociale. C'est-à-dire que la puissance de l'événement a défait le nœud entre puissance de monde et conflit de force, ou entre sujet politique et force sociale. Mai 68 en France a manifesté politiquement cette dissociation et l'a donné à penser philosophiquement. Bon, depuis lors, la destruction des usines, la délocalisation des industries et la dispersion des ouvriers l'ont rendu empiriquement visible sur le territoire de nos pays. Les usines occupées, aux portes desquelles les étudiants s'étaient pressés au printemps 68, ont toutes été rasées et remplacées par des ensembles résidentiels, des centres culturels ou des supermarchés. La Sorbonne elle-même
La Sorbonne occupée de 68 est devenue un lieu où on ne pénètre qu'avec un badge. La dissociation est alors venue se condenser, mais aussi se dissimuler dans l'équivoque d'un seul mot, celui d'occupation. Nous savons comment ce mot occupation a été repris dans les mouvements démocratiques radicaux qui ont marqué les années 2010. C'est même devenu, on peut dire, un mot emblématique, emblématisant le refus global de l'ordre dominant et la rupture avec sa temporalité. Il a suscité des nouvelles formes de manifestation de la capacité de n'importe qui, de nouveaux raccourcis entre des situations ou des incidents locaux. Par exemple, disons, l'affaire d'un petit espace vert à préserver à Istanbul, et puis le système global de la domination. Il a suscité de nouvelles formes d'accélération du temps. Les pratiques d'occupation de quelques places dans nos métropoles, ou bien les communes qui se sont improvisées dans des lieux menacés par de grands projets industriels, ont donné toute sa visibilité à l'idée de la politique comme conflit de monde. Mais ce conflit de monde n'est plus articulé à aucun conflit de force sociale définie, ni à l'identification d'une force sociale portant un monde à venir. Et l'occupation n'est plus ce qu'elle était dans les grèves ouvrières ou dans la Sorbonne occupée, à savoir le blocage fonctionnel d'un rouage de la production capitaliste et de la reproduction sociale. L'occupation n'a plus lieu dans les usines ni dans les universités, mais à côté des lieux emblématiques de la puissance capitaliste, Occupy Wall Street, ou du pouvoir étatique. Les tentes dressées sur les places occupées et même les dispositifs d'autodéfense des nouvelles communes sont l'affirmation d'une sécession et non l'organisation d'une armée. Le slogan même qu'on a entendu à New York, Occupy Everything, semble compenser l'absence d'un lieu spécifique, où la manifestation d'une communauté des égaux pourrait coïncider avec le blocage d'un rouage de la machine sociale. Bon, on a souvent reproché aux mouvements récents d'occupation d'être un peu des pâles copies des mouvements des années 60, d'être des mouvements privés de toute perspective stratégique. Il me semble qu'il serait plus utile de voir que l'événement 68 a effectivement marqué une rupture, au-delà de laquelle il n'est plus possible d'identifier un conflit de monde avec un conflit de forces sociales et avec le développement d'un processus historique. Bon, cette rupture a peut-être émancipé la pensée et la pratique politique du modèle sociologique. Mais les formes d'inscription de cette politique émancipée dans le temps long sont encore à inventer. Et bon, je vous les laisse à inventer. Merci de votre patience. Je vous remercie infiniment de cette superbe conférence. Je crois que nous n'avons pas eu besoin de patience pour l'écouter d'un bout à l'autre. C'est pas de pure forme, cette remarque. Je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Je n'ai pas besoin de supposer, j'en suis certaine. Je vais quand même, pour commencer, en poser deux très limitées. J'ai particulièrement admiré la façon dont vous rassembliez dans cette conférence, au fil conducteur de mai 68, un certain nombre de thèmes que je connais par vos œuvres et que je voyais se nouer les uns avec les autres, d'une façon absolument remarquable. Je vais limiter à deux petites questions. La première, c'est, parce que ça faisait écho à une remarque que j'avais faite, plutôt une anecdote que j'avais racontée concernant mon rapport à la sociologie et le vôtre. Bien sûr, ce que vous dites au début des disciplines, le fait qu'il ne s'agit pas d'opposer ou d'entretenir une guerre des disciplines telles qu'elles sont définies universitairement, il y a une part de contingence dans l'institutionnalisation des disciplines, ce qui se traduit d'ailleurs par le fait que ces disciplines ne sont pas homogènes, etc. Bon. Mais vous avez évoqué le fait que, quand vous parliez de mode d'interprétation sociologique, de manière générale, ça pourrait être philosophique ou politique,
ce que vous évoquez, c'est précisément un mode d'interprétation, un mode de construction de l'événement. Ma question est à ce moment-là, comment qualifieriez-vous on est toujours dans l'ordre de mode de construction. Comment qualifieriez-vous votre propre mode ou caractériseriez-vous votre propre mode de construction, à moins que la réponse soit d'écouter cette conférence d'un bout à l'autre et à ce moment-là, on le voit. Bon, ça c'est ma première question. La seconde, en fait, parmi les multiples oppositions que vous évoquez, et que votre analyse de l'événementialité à travers mai 68 met en cause, il y a celle entre l'éphémère et le durable. Je veux dire qu'un certain nombre de questions que je me posais en vous écoutant, vous y avez répondu. Bon, à un certain moment, vous évoquiez le fait de faire sauter les verrous, je me suis dit oui d'accord, mais il y a un dernier verrou, on arrive quelque part. Bon, à un moment, je me suis dit bon d'accord, mais quels sont les objectifs? Et bon, tout ça, vous répondiez à mesure de l'avancée de votre conférence, mais du coup, on arrive à cette élimination de l'opposition entre l'éphémère et le durable, ce qui me pose une question. Pour revenir à Nuit debout, où je suis allée une seule fois, pas tout à fait à hasard d'ailleurs, attiré là par mon ami Geneviève Fraisse, dont j'avais déjà fait la mention, parce que sans doute elle était plus attirée que moi par la chose. Et dans les discussions, il y avait par exemple une énorme réunion autour de comment doit être faite la Constitution. Alors il y avait des propositions. Alors évidemment, il y avait la chose même, mais parmi les gens qui étaient là, il y avait des propositions, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas arrivés, la tentative de définir quelque chose qui soit susceptible de s'installer dans la durée, parce que ce serait une forme d'institutionnalisation. De cela, c'est bien triste à dire, il ne reste pour l'instant rien d'apparent, direz-vous, parce que vous évoquez, en quelque sorte, les effets, si j'ai bien compris, non pas de longue durée, ce n'est pas le terme qu'il faut utiliser, mais les échos, en fait, ultérieurs. Ce qui m'a d'ailleurs amené à penser à effectuer un rapprochement qui devait paraître évident pour un certain nombre de gens, entre votre position sur l'événement et la manière dont Kant, post-factum en 98, interprète la Révolution française, où il laisse tomber précisément toute l'événementialité pour ne retenir qu'il y a, ça concerne le concept de droit, il y a quelque chose, c'est un événement dont on se souviendra, je ne sais plus quelle est la formule exacte qu'il utilise, c'est-à-dire ça nous introduit dans une histoire qui n'est effectivement pas celle des causes et des effets et de la constitution d'une temporalité de longue durée structurée, mais plutôt des échos et de la possibilité de réanimer ultérieurement quelque chose qui s'est produit à un moment quelconque. Bon voilà, excusez-moi très rapidement ces remarques. Souhaitez-vous répondre rapidement là ou Bon, je vais essayer très rapidement, pour ce qui est de mon propre mode... Pas trop rapidement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de casque et donc qui essayent de comprendre le français sans Pardon. avoir la traduction. D'accord. D'accord. Je vais m'interroger sur mon propre mode de construction de l'événement. Je dirais que mon propre mode, c'est de considérer toujours, je dirais, au fond, la puissance événementielle comme hypothétique. C'est-à-dire que finalement, dans une description, dans une argumentation, dans une action, il y a une manière finalement de construire un certain rapport entre des mots, des propositions, des gestes, des actions, quoi. Et voilà, donc, au fond, on fait l'hypothèse que quelque chose de neuf se passe là, quoi. On fait l'hypothèse et on essaye de la vérifier par rapport à un ordre normal, à un ordre normal des choses, ou par rapport à d'autres événements d'autres choses qui elles-mêmes ont eu la puissance événementielle. Ce qui veut dire que pour moi, effectivement, par exemple, j'ai souvent comme ça discuté un texte comme ça d'un ouvrier menuisier qui est la description de sa journée du travail, quoi, en disant oui, on peut saisir une puissance d'événement dans la manière de raconter le temps du travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au fond, il y a quelque chose qui se construit, une manière de créer les événements d'une journée qu'on passe à l'atelier, de le créer de manière effectivement qui va rompre avec l'idée que le temps du travail, c'est un temps qui est toujours pareil, quoi. Bon, par exemple, c'est un exemple. Donc c'est pareil en 68, et bien évidemment, ce qui me sert un petit peu, c'est disons aussi bien sûr le rapport avec d'autres séquences, on peut dire que pareillement, il y a eu quelque chose comme une espèce d'ouverture d'espace nouveau, de temporalité différente, de rapports différents, de manières différentes de percevoir et de nommer, de penser le visible, quoi.
Bon, alors pour ce qui est de l'éphémère et du durable, bon, je pense qu'il y a deux questions, parce que bon, j'ai plutôt parlé de construction de temporalité à long terme. Cela dit, on peut aussi penser, disons, le rôle effectivement, des formes d'inscription des mouvements, disons, y compris sous forme disons, de propositions, de lois et d'institutions. Il se trouve que, bon, il y a quelques années déjà, bon, j'avais rappelé que bon, la démocratie, enfin, disons que le mode normal de désignation des représentants en démocratie n'était pas l'élection, mais le tirage au sort. Bon, ce qui à l'époque apparaissait comme vraiment une espèce d'idée complètement folle. Enfin, depuis, bon, un tas de gens sérieux se sont posés là-dessus, ont commencé à rédiger des constitutions, etc. Bon, effectivement, et maintenant, bon, c'est devenu un thème, bon, on y pense, nous avons même eu un candidat bien placé à l'élection présidentielle, qui avait plus ou moins repris ça, enfin, du moins qui avait promis qu'il le reprendrait. Si on l'élisait président, qu'après, bon, il changerait tout soit tiré au sort. Bon. Mais bon, donc je veux dire que oui, bien sûr, on peut toujours effectivement traduire ça sous la forme de propositions d'institution, mais il faut bien voir que ce qui est important quand même, c'est au fond le lien entre une proposition d'institution et une action présente. Bon, on peut très bien effectivement, il y a des tas de gens qui créent des constitutions. Bon, il y a en France un monsieur qui est un spécialiste de la constitution de la 6ème République, qui a créé une assemblée, qui a créé toute une institution pour ça, quoi. Bon, mais c'est très bien, mais c'est en même temps, je dirais, ça a un sens, ça, si c'est porté par un mouvement effectif. Donc je veux dire, par exemple, pour moi, Nuit debout, bon, disons, Nuit debout a été aussi l'occasion, bien sûr, pour un tas de gens qui avaient leur petite affaire, en quelque sorte, à placer, de s'amener là, quoi, avec leur cause précise, et notamment cette fameuse constitution de la 6ème République, quoi. Bien sûr, mais je veux dire, tout ça a un sens si véritablement ça se traduit pas simplement dans des propositions, parce qu'il n'y a aucune institution, qui va véritablement résoudre vraiment, on peut dire, on pourrait appeler l'affaire de l'égalité, quoi. Il va vraiment incarner l'égalité. Bon, il y a bien sûr des institutions qu'on peut réclamer, qu'on peut essayer de faire advenir, et qui sont plus favorables à une mise en œuvre de l'égalité que d'autres, quoi. Mais cela dit, bon, ça a un sens quand ça s'inscrit dans une dynamique d'action et pas simplement sous la forme de propositions, des bonnes constitutions pour tout régler à l'avenir. Merci beaucoup.